Bienvenue à cette nouvelle séance des lundis du numérique, la troisième de la saison 2024-2025 qui commence avec un petit peu de retard, on vous prie de nous en excuser. On vous prie aussi également de nous excuser s'il y a un bruit de travaux qui vient un petit peu perturber l'audition, mais bon, ça, on n'y peut rien, donc on va essayer de faire avec. On va rentrer assez rapidement dans le sujet, dans le vif de la matière. Je vais quand même faire une petite présentation. Donc aujourd'hui, l'intervenant est Jean-Loïc Lequelec, directeur de recherche émérite à l'Institut des mondes africains, qui est auteur d'une quarantaine d'ouvrages. Vous êtes anthropologue, préhistorien, mythologue, spécialisé dans l'étude des images rupestres, avec comme terrain de prédilection la région du Sahara. Vous êtes une sorte, donc, d'une certaine manière, préhistorien de l'art. Vous avez également comme objet d'étude les mythes, leur structure, leurs évolutions, et vous prenez appui sur cette matière pour ouvrir des pistes d'interprétation originale des images préhistoriques. Vous appliquez à vos recherches une approche pluridisciplinaire qui allie par exemple les sciences humaines et les sciences naturelles, et qui repose sur la mise en œuvre de bases, pas uniquement, mais en partie sur la mise en œuvre de bases de données et du traitement numérique à partir de différents outils. C'est ce que vous allez aujourd'hui nous présenter dans le cadre de cette séance. Très bien. Je vous laisse la parole. Pardon. Très bien. Plutôt que de me lancer dans des grandes généralités, d'expliquer ma démarche et tout ça, enfin, je vais le faire un tout petit peu, mais vraiment en deux mots. Je veux dire que, effectivement, je m'intéresse beaucoup aux images préhistoriques, ou en tout cas aux images rupestres. Pas forcément préhistoriques, parce qu'il y a encore des gens qui font actuellement des images rupestres, hein. Mais beaucoup préhistoriques, notamment au Sahara et notamment au Sahara central. Et je vais prendre ça comme exemple. Et puis, je m'intéresse à la mythologie, c'est-à-dire aux récits traditionnels transmis et qui traitent de, disons, des raisons et qui donnent du sens à la présence humaine dans le monde. Voilà. Pour faire très bref, on pourra en parler ensuite si on veut. Et je m'intéresse aux deux parce que, disons que je pense qu'il n'y a pas d'image sans mythologie. Du moins, il n'y a pas d'image sans récit, puisque un mythe, étymologiquement, c'est un récit. Et donc, pour essayer de comprendre les images, notamment préhistoriques, il faut se reporter au récit. Et on a un problème parce que les récits de la préhistoire ont disparu et que l'idée commune, et qui semble une évidence, c'est qu'on ne pourra jamais les retrouver parce que c'est trop longtemps avant l'écriture. Et donc, il n'y a aucune chance de jamais pouvoir interpréter correctement ces images. Tout ça pose beaucoup de questions. La recherche du sens des images, ça suppose déjà qu'il y a un seul sens, que le sens ne change pas, etc. Il y a beaucoup de questions de ce genre. Et il y a énormément de publications sur ces sujets. Et depuis le temps que je m'intéresse à ça, mon sentiment, c'est que beaucoup de ces publications qui touchent à des sujets ou des thèmes ou des sous-sujets là-dedans qui m'intéressent beaucoup, manquent de rationalité, en fait. Et donnent plutôt des opinions qu'autre chose. Et ce que j'essaye de faire, c'est de sortir de cette tentative d'interpréter à la « j'ai l'impression que ça représente ça, j'ai l'impression que ça représente ça, ah, on dirait que », mais sans argumentaire. Et moi, j'essaye de faire, enfin, je prétends essayer de faire des démonstrations qui peuvent être erronées, voilà, mais au moins elles sont réfutables. C'est-à-dire au moins on peut me dire je ne suis pas d'accord, mais parce qu'à tel endroit de la démonstration, il y a une erreur, il manque quelque chose, ou parce que la documentation est incomplète, etc. Alors je vais prendre comme exemple, alors assez parlé en général, je vais donner un exemple qui peut-être permettra ensuite d'en discuter plus précisément. C'est un exemple d'une recherche sur un assez long terme, puisque la première publication que j'ai produite là-dessus, c'est 2013. Et c'est sur ce qu'on appelle les théranthropes. Bon, les théranthropes, qu'est-ce que c'est? C'est des êtres qui sont en partie humains, en partie animaux, et dont les représentations abondent dans l'histoire de l'art, un peu partout dans le monde. Je me suis intéressé plus particulièrement aux théranthropes du Sahara central, parce que le Sahara central, les images rupestres du Sahara central, c'est un domaine qui, dans le monde, est sans doute l'un des plus riches, peut-être le plus riche, en images de théranthropes. Alors, comme je vais parler du Sahara central, je vais présenter un petit peu, parce que bon, tout le monde n'est pas familier avec cette zone-là, les toponymes, etc. Il faut un petit peu se familiariser. Le Sahara central, c'est une zone qui recouvre,
partie évidemment le sud de l'Algérie, le sud de la Libye, nord du Niger et Tchad, et puis ça peut étendre un petit peu jusqu'au Mali. Mais disons sud algérien, sud libyen, grand sud, hein, voilà, nord Niger, nord Tchad, c'est ça qu'on appelle le Sahara central. Alors c'est une zone, bon, même si vous vous intéressez par exemple à la préhistoire, si vous n'êtes pas très intéressé par ces régions, ben, la toponymie vous échappe. Alors je vais vous donner quelques noms. Il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-uns que je vais vous demander d'essayer de retenir, parce qu'on va en parler beaucoup. Il y a cette zone-ci, le Tassili, en français on dit le Tassili, en fait Tassili c'est un nom féminin, c'est la Tassili de Najer, donc c'est un grand plateau qui se trouve dans l'extrême sud-est algérien, et puis 80 km plus à l'ouest, vous avez un autre plateau qui lui se trouve dans l'extrême sud-ouest libyen, qui s'appelle le Messac, avec deux parties, Messac Sattafat et Messac Meddet, le Messac noir et le Messac blanc. Donc Messac, voilà, vous avez ces deux grands plateaux qui sont deux grandes zones, les deux grandes principales zones, disons, d'art rupestre dans le Sahara central. Et entre les deux, vous avez un autre massif, une petite chaîne montagneuse qui s'appelle la Tatarat Akoukas. Souvent, on lit dans la littérature en français Akakous, pardon, mais c'est une erreur. Mon terme, c'est Akoukas. Donc voilà, les trois grandes zones sur lesquelles je vais me zoomer pour illustrer mes propos. Alors il y a aussi la Hagar, en français le Hogar, la Hagar, qui se trouve, lui, un peu plus au sud-ouest. Et puis, grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir, hein. Il y a beaucoup d'autres toponymes, je vous en mets quelques autres, qui sont des massifs où à chaque fois vous avez de l'art rupestre là-dedans, mais moins. Il y en a un dont je reparlerai un tout petit peu, enfin j'avais utilisé, c'est le Djado. Donc le Djado qui est une zone du Tibesti, hein, où vous avez ça en bas de l'image, un petit peu à droite du centre, à droite du Ténéré. Voilà. Donc c'est la zone qu'il faut un peu garder en mémoire, en tête, pour pouvoir situer ce dont je vais parler maintenant. Alors dans cette zone-là, il y a des théranthropes qui sont représentés sur les rochers sous forme de gravure ou sous forme de peinture. Il y en a beaucoup, des théranthropes, donc des êtres qui sont, grosso modo, ils ont une allure humaine, mais ils ont des détails animaux. Généralement, c'est la tête qui est animale, l'inverse, ça arrive presque jamais. C'est la tête qui est animale, et dans leur grande majorité, cet animal, c'est un canidé. Alors, déjà, il y a plein de questions qui pourraient être posées. Pourquoi un canidé? Pourquoi pas une souris? Pourquoi pas un éléphant? Bon, pourquoi cet intérêt pour les canidés? Bon, en tout cas, j'ai recensé dans cette zone 421 figures de cynocéphales. Un cynocéphale, c'est un théranthrope avec une tête de canidé. Et les petits points jaunes, là, vous donnent leur répartition. Quelques exemples pour que vous puissiez visualiser ces êtres. Voici une gravure de Messac qui en représente un. Vous voyez bien que c'est un personnage. Voilà, il a les mains comme ça, les bras repliés de chaque côté, et il a une énorme tête avec des dents redoutables, une tête de canidé. Ce canidé est identifiable comme étant un lycaon. Et puis, alors, en voici un autre qui, là, se trouve dans l'Imidir. Ça, c'est une peinture. Cette fois-ci, il est en train de courir à grande enjambée. Il a aussi une tête de canidé, où on voit les oreilles, un museau pointu, peut-être même qui tire la langue. Voilà, on en a beaucoup de ces images. Là, voici une autre, voilà, qui est également dans le sac. Il y a un petit peu de lumière. Avec aussi une tête de lycaon et des dents absolument redoutables. Donc, ces images sont localisées comme suit, donc c'est pour ça qu'il fallait mémoriser un petit peu les lieux. La Tassili Najer, voilà, on en a 156. Dans le Messac, on en a 212, c'est là qu'il y en a le plus, en fait. Et puis, entre les deux, il y en a 33. Dans la Tatarat Akoukas, il y en a moins, mais c'est vrai que c'est un massif beaucoup plus petit en surface géographique. Donc, voici donc la répartition de ces images. Alors, ces images, en voici une autre qui est prise également dans le Messac. C'est une gravure qui est très célèbre parce qu'elle a été publiée en 1937 par Léo Frobenius, dans un grand livre bien connu des amateurs d'histoire de l'art. Et je vous donne un relevé parce que ce n'est pas forcément facile à lire pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire ou de contempler des images rupestres, surtout gravées. Donc, voici le relevé.
Et donc, on voit sur cette image deux théranthropes, des cynocéphales, donc à tête de canidés, qui ont l'air de marcher à grande enjambée. Ils tiennent un poignard dans la main, ils ont divers attributs, et celui qui est le plus grand, il tire d'une seule main un rhinocéros qui est sur le dos, un rhinocéros mort apparemment, et il le tire sans effort d'une seule main. Ça permet de répondre à une question qui, disons, sur laquelle je passe en vitesse. Dans ces images, comme on n'a que l'image et qu'on n'a pas l'interprétation, il y a eu des gens qui ont dit « mais c'est peut-être pas des théranthropes ». Parce qu'un théranthrope, un être humain avec une tête de canidé, ça n'existe pas, ça n'existe que dans la mythologie, c'est un être surréel, dans la nature, ça n'existe pas. Mais des gens ont dit « mais c'est peut-être des images réelles de personnages humains réels avec un masque de canidé. Pourquoi pas ?» Or, on a beaucoup d'images qui montrent de ces personnages en train de réaliser des tâches qui sont impossibles à un humain. Exemple, tirer un rhinocéros mort derrière soi en tenant d'une seule main par une seule patte et en marchant à grande enjambée. On a beau avoir un très beau masque de canidé, c'est impossible pour un humain, donc on a bien affaire à des êtres mythologiques. Alors, ces êtres mythologiques, donc, qui sont très nombreux, voici le livre la couverture du livre de Frobenius qui s'appelle Les Cadelectables, les pierres écrites. Cette image a suscité, et ce type d'image a suscité beaucoup de commentaires, parce que comme il y en a beaucoup en Libye, et que les premières qui ont été publiées en Libye, comme la Libye, c'est un pays qui est limitrophe de l'Égypte, comme on a des personnages à tête de canidé, on s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est la même chose que ce qu'on a en Égypte, notamment avec Anubis, hein, le dieu à tête de, dit-on, de chacal, mais disons c'est un canidé, on ne sait pas trop lequel c'est peut-être un loup, c'est peut-être, bon, en tout cas c'est un canidé mythique. Et on a fait le rapprochement en disant, ben voilà, c'est la même chose, et comme c'est tout à fait voisin, enfin, tout est relatif, il y a quand même quelques centaines et centaines de kilomètres, voire milliers, entre les deux, mais disons le pays est voisin, on s'est dit, ben, c'est une influence de l'un sur l'autre. Alors, beaucoup de littérature a été publiée pour savoir si c'était l'Égypte, grande civilisation qui avait influé sur les primitifs du Sahara central, ou au contraire, si ceux qu'on appelait primitifs auraient été beaucoup plus, auraient une civilisation beaucoup plus développée qu'on ne le pensait, et auraient eux-mêmes influencé l'Égypte, voire auraient été à l'origine de la grande civilisation égyptienne. Donc les flèches sur les publications vont dans un sens ou dans l'autre, mais toute cette discussion a oublié quelque chose de très important, c'est qu'en Égypte, en fait, on a une histoire des théranthropes, et ces théranthropes apparaissent tardivement. Les plus anciennes représentations d'Anubis, pardon, c'est le dieu de la mort, ne sont pas des êtres humains à tête de canidé. Ce n'est pas des théranthropes, c'est un canidé. Anubis, c'est un canidé, et ce n'est que très tardivement, hein, au Nouvel Empire, vers la moitié du deuxième millénaire avant notre ère, que apparaissent les images qui le montrent sous forme d'un être humain avec l'attribut du canidé, disons. Et or, les gravures du Sahara central, elles ont plusieurs milliers d'années d'âge supplémentaire. Elles sont dans le 5e millénaire avant notre ère. Et donc, faire le rapprochement comme ça a été fait, c'est faire une double faute du point de vue de la méthode, c'est faire la faute de l'anachronisme, parce qu'on rapproche des éléments qui ont plusieurs millénaires de différence sans discuter plus que ça. Je ne dis pas que c'est complètement impossible de le faire, mais ça mérite quand même une petite discussion. Donc la faute de l'anachronisme et la faute de l'anatopisme, qui est la même chose que l'anachronisme, mais pour les lieux au lieu que ce soit pour le temps. Et donc on rapproche des choses qui sont très éloignées dans l'espace, sans discuter plus que ça du problème que ça pose. Donc malheureusement, ce rapprochement a saturé la littérature sur les théranthropes à tête de canidé et continue de le faire de nos jours, avec des gens qui s'opposent sans beaucoup d'arguments, en fait. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de sortir de ces débats et d'essayer de s'y prendre autrement, d'abord en faisant une base de données pour être sûr de ce dont on discute et se mettre d'accord sur la documentation. Voilà, c'est une chose sur laquelle on peut se mettre d'accord. Combien il y en a à notre connaissance. Pour ça, j'ai fait une base de données. Voilà ce que ça donne quand on tourne une page de la base de données. Voilà, celle-ci d'écran de la base de données des théranthropes du Sahara central. Cette base de données, elle est faite de telle manière que j'indique, alors je mets la photo évidemment, je mets les sources pour pouvoir s'y retrouver, et j'indique le style et la technique de l'image. Est-ce que c'est une peinture, est-ce que c'est une gravure, et dans quel style? Je passe sur la notion des styles, peut-être on pourra y revenir. Et puis ensuite, je décris l'image avec des caractères qui sont des caractères tels qu'on puisse se mettre d'accord
ensemble sur la façon de les reconnaître sans discussion. Et qui ne sont pas des caractères du type, comme ça a été fait très souvent dans la littérature, c'est une figure naturaliste ou une figure schématique ou de style un peu grossier, enfin tous ces critères-là, c'est des critères qui sont complètement intuitifs, qui sont idiosyncrasiques, qui tiennent de l'avis de l'expert et sur lesquels on peut se mettre d'accord. Moi, je propose des critères sur lesquels on peut se mettre d'accord, du genre, est-ce que le théranthrope en question, il a une queue ou il n'en a pas? La réponse c'est oui ou c'est non. On se met d'accord très vite. Si c'est oui, je mets 1 dans ma base de données. Si c'est non, je mets 0. Est-ce qu'il a des grandes oreilles? Est-ce qu'on voit les dents ou est-ce qu'on ne voit pas les dents? C'est facile, on se met d'accord, oui ou non. Est-ce qu'il a des oreilles pointues ou des oreilles arrondies? Est-ce qu'il a le museau pointu ou le museau plat? Bon, etc., etc. C'est des critères très simples sur lesquels on peut se mettre d'accord facilement. Et donc, vous avez toute une série de critères comme ça, les oreilles, le museau, la position des jambes, la position des bras, pas que, les attributs du genre, est-ce qu'il a une ceinture, est-ce qu'il tient une arme à la main, etc. Donc, pour chaque image, je liste tous ces attributs. Et puis, il y a une entrée dans la base de données, évidemment, avec les coordonnées géographiques de la localisation de l'image, parce que ça va me permettre ensuite de faire des cartes. Et de faire des cartes qui vont répondre à des recherches croisées, à des questions croisées. C'est-à-dire que je peux poser la question, fais-moi la carte, je demande à mon logiciel, hein, fais-moi la carte de tous les théranthropes du Sahara central qui ont un museau pointu et une queue, ou un museau pointu et pas de queue. Et donc, toutes ces questions-là, je peux poser tout ce qui me passe. Une fois que j'ai rempli la base de données, je peux poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit et regarder, visualiser les cartes et commencer à faire ce qu'on appelle une aréologie, c'est-à-dire une étude des zones de répartition. Donc, voici par exemple la carte de tous les théranthropes qui ont un museau pointu, des oreilles pointues, la queue très souvent majoritairement visible, le phallus visible, et qui sont souvent en érection ou en position de coït. Alors, la carte, là, je ne mets pas des petits points comme j'avais fait sur les cartes précédentes. Pourquoi? Parce que ça, c'est une carte de chaleur, ce qu'on appelle une carte de chaleur, une carte qui permet de visualiser les zones de plus haute densité. En gros, plus la couleur est chaude, c'est rouge, je tire sur le rouge, plus le document que je cartographie est en abondance, et plus je vais vers les couleurs froides, moins il y en a, et puis quand il n'y a plus de couleurs, c'est qu'il n'y en a plus. Donc on voit très bien que la zone de plus haute densité, les deux zones de plus haute densité de ce type de théranthrope-là se trouvent dans la tasséline nagère. Si maintenant je fais la carte de... Alors voici un exemple. Alors c'est une peinture, voici le relevé de la peinture, c'est deux théranthropes, oreilles pointues, museau pointu, ils sont en position de coït, voilà, ils répondent à la définition. Et si maintenant je compare ça avec un autre type de théranthrope, ceux qui ont un museau molossoïde, c'est-à-dire un museau aplati, justement comme les lycaons, des oreilles arrondies, les dents visibles, qui portent des trophées et des armes, et qui sont en interaction non pas entre eux-mêmes, mais avec la faune, voici leur carte de répartition. Voici la plus haute densité, elle se trouve dans le Messac. Et si je compare, alors voici un exemple, c'est parmi ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Museau molossoïde, l'oreille arrondie, les dents visibles, les trophées, les armes, etc. Alors, si je compare les deux cartes, on voit très bien que la répartition est très différente, puisque vous avez un type, le premier type à gauche, il est propre. La plus haute densité se trouve dans la tasséline nagère, et l'autre, la plus haute densité, se trouve dans le Messac. Et donc, on a deux grandes zones, une zone de théranthrope de type chacal, si on veut dire, et une zone de théranthrope ou tasséline, et une zone de théranthrope de type Messac. Ce qui fait que, alors, en sortant un petit peu de la rationalité, mais en disant comment on peut interpréter ça, vient à l'hypothèse de dire, ah, c'est que les gens se sont peut-être représenter eux-mêmes ou représenter leur groupe sous la forme d'un théranthrope à tête de canidé, avec cette même idée, puisque c'est des peuples de chasseurs, hein, et qui sont encore chasseurs, éleveurs, mais chasseurs, qu'ils se représentent sous la forme d'un être humain à tête de canidé. Je ne développe pas plus, mais on pourrait dire que dans la Tassili, si on veut leur donner un nom aux gens, on peut les appeler ceux du chacal. Et puis, si on veut donner un nom aux gens du Messac, on pourrait les appeler ceux du lycaon. Je ne vais pas plus loin dans l'interprétation, je vais voir ce qu'on peut dire de plus du point de vue strictement rationnel. Si je reviens à ma base de données géoréférencées, ici, évidemment, j'ai toute une liste de caractères, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, des questions simples, il y a une queue ou il n'y en a pas, et je réponds par oui ou par non.
Si c'est oui, je mets 1. Si c'est non, je mets 0. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire une matrice. Et une matrice, c'est très simple, c'est tout simplement un rectangle avec des chiffres ici, avec des 0 et des 1. Et en fait, à partir de cette matrice, je peux analyser la matrice ensuite avec des logiciels qui sont les logiciels qu'utilisent les spécialistes qui font de la phylogénétique, c'est-à-dire les gens qui reconstruisent l'arbre des vivants à partir du code génétique des êtres vivants. Et je me suis dit, l'idée que j'ai eue, c'est de me dire, bon, évidemment que les théranthropes, ce pas des êtres vivants, au sens fort du terme. Et évidemment que c'est des êtres mythologiques. Donc évidemment qu'ils n'ont pas de code génétique. Mais faisons comme si c'était des êtres vivants. Alors, quel serait leur code génétique? Le code génétique, c'est la liste de tous leurs attributs. C'est-à-dire, en réalité, c'est tout ce qui caractérise leur phénotype, leur allure extérieure. Les oreilles pointues, dressées, pendantes, arrondies, une queue, pas de queue, la queue elle est longue, elle est courte, elle est redressée, etc. Tous ces caractères externes qui sont comme un phénotype, et bien je vais les utiliser, parce que d'ailleurs les caractères externes se manifestent sur la base du code génétique, et je vais faire comme si c'était des êtres vivants, et je vais analyser ce code comme si c'était un code ADN, avec les mêmes outils. Et donc je l'ai fait avec un logiciel gratuit qui s'appelle SplitStree. Merci aux phylogénéticiens qui ont rendu gratuit tous les logiciels qui permettent de faire ce genre de travail. S'il y a des gens qui s'intéressent, après on pourra parler de où trouver tout ça. Donc voici ce que ça donne. Une fois que j'ai rentré la matrice, alors je précise que je rentre la matrice, je rentre que les 0 et les 1. Je ne rentre pas la localisation, je ne rentre pas le style, je ne rentre rien d'autre. Je ne rentre pas les toponymes, je rentre juste la suite de 0 et 1, c'est-à-dire la stricte description des images codées par une suite de caractères tels que je peux définir leur présence ou leur absence par un 0 ou par un 1. J'obtiens ceci. Alors évidemment, ce n'est pas très lisible vu que c'est peut-être écrit un peu petit, mais voici si moi je connais la localisation. Le logiciel ne le sait pas. Moi je sais ceux qui viennent de Messac, je sais ceux qui viennent de la Tassili, je sais ceux qui viennent d'ailleurs. Et donc si je rajoute ensuite des localités, je m'aperçois que bien que je n'ai pas rentré aucune localisation dans le logiciel, je n'ai rentré que la description des images, eh bien, il retrouve la localisation. Il met tous ceux du Messac ensemble, tous ceux de la Tassiline Nagel ensemble, tous ceux de la Caucasse, il les met avec la Tassiline Nagel. Alors déjà, c'est un résultat intéressant, mais disons que c'est un arbre enraciné qui retrouve la répartition géographique des œuvres, mais c'est un arbre, disons, plus qu'un arbre, c'est un buisson. C'est un buisson et je ne sais pas trop en fait où se trouve la racine. Mais déjà, j'ai quelque chose d'intéressant parce que cette analyse qui est construite, qui est conduite d'une manière complètement différente de l'analyse des répartitions géographiques, eh bien, elle retrouve la même chose. C'est-à-dire qu'elle me redit, par des moyens complètement différents, que oui, il y a bien deux grands ensembles, un ensemble tassilien, ceux qui ont une tête de chacal, et un ensemble messacien, ceux qui ont une tête de licao. Alors, l'arbre que j'obtiens, je peux le représenter de différentes manières. Ce qui est important, c'est que là, je ne sais pas trop où se trouve la racine. Donc, il faudrait que ce serait bien de savoir où se trouve la racine, parce que ces arbres sont construits sur une hypothèse. L'hypothèse est que, sans doute, quelqu'un, à un moment donné, a eu l'idée, le premier ou la première, de réaliser ce type d'image, qui ensuite s'est répandu, s'est généralisé, est passé peut-être de génération en génération, et il y a l'idée que cet élément culturel, comme beaucoup d'autres, eh bien, fonctionne comme beaucoup d'éléments culturels sous le principe de la descendance modifiée de Darwin. C'est-à-dire, on fait pareil, mais différemment. On reproduit une image, un thème, un motif déjà existant, mais on le change un petit peu, et au cours du temps, les changements permettent peut-être de construire un arbre, et peut-être de retrouver quelque chose qui serait du côté de l'origine. Pas l'origine ultime, mais du côté de l'origine. Alors, le problème, c'est comment faire pour enraciner l'arbre. Alors, il y a une technique qui consiste à prendre un groupe externe. Donc là, j'ai pris un groupe géographiquement très éloigné, qui est une image qui vient du Djado. Je vous ai parlé du Djado tout à l'heure, c'est dans le Tibesti, donc c'est très loin de ma zone du Sahara central. Et donc, quand je l'enracine, je vois que les taxons, c'est-à-dire les espèces, hein, ce que j'étudie, s'organisent très bien également, puisqu'on a toute la zone Tassili, Akoukas, Alamat, Chapti qui se trouvent ensemble, et tout le Messac se trouve d'un autre côté. Une fois de plus, je retrouve, ça fonctionne très bien, je retrouve la même répartition. Et alors l'idée,
qui est souvent utilisé quand on ne sait pas où ça a commencé, c'est de dire d'enraciner l'arbre sur sa plus longue branche. Sa plus longue branche, c'est sans doute celle qui a subi la plus longue évolution. Et donc peut-être que c'est la première. À ce moment-là, si à titre d'hypothèse, on enracine l'arbre sur la plus longue branche, eh bien, on s'aperçoit, alors c'est pareil, sans dire rien des styles. C'est moi qui ensuite rajoute les styles sur l'arbre. Je vois que le style du Messac se trouve à la base de l'arbre. Et qu'ensuite un autre style, qui est le style d'IRN, se trouve dans l'ultime, dans les branches ultimes, dans les dernières branches de l'arbre. Ça veut dire qu'on aurait eu une évolution, que cette idée du théranthrope à tête de canidé serait née dans le Messac et se serait répandue ensuite dans la Tasséline nagère. Alors j'ai essayé différents autres types de calculs avec d'autres méthodes, en utilisant notamment le logiciel R, et à chaque fois je trouve le résultat avec la même chose, c'est-à-dire qu'à l'extrémité des branches, dans les parties les plus récentes, je trouve ici en rouge eh bien, tout ce qui est Tasséline nagère et en bleu ici, à l'origine, tout ce qui est Messac. Donc en fait, avec plein de méthodes différentes, on trouve la même chose. Pour ceux que ça intéresse et celles que ça intéresse, je renvoie pour les méthodes, pour la technique, pour la tambouille, pour la mécanique, comment faire tout ça, je renvoie, je n'ai pas le temps de développer, je renvoie au blog de Liam Level, qui est le spécialiste, il a fait un bouquin qui est un manuel de méthodes comparatives statistiques avec R en utilisant ces outils de la phylogénétique. Il a un blog qui est très très bien fait. En plus, il répond aux questions. Si on lui demande des trucs, on n'arrive pas à comprendre, on lui demande, il répond. Donc voici l'adresse, ça peut être utile. Alors, ça c'est ce que j'ai fait il y a 13 ans. Et j'en étais resté là, et puis je me suis rendu compte que peut-être on pouvait aller plus loin, parce que parmi les théranthropes en général, donc moi j'avais utilisé là que la partie des théranthropes à tête de canidé. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres types de théranthropes, et je me suis dit, bon, on pourrait peut-être regarder ce qu'il en est de certains autres types, notamment d'un type qu'on appelle les Junun. Alors, c'est un mot arabe, c'est un pluriel qui désigne les démons. Hein. En français, on dit djinn. C'est un nom collectif, djinn, en fait. Hein. Et le sacculatif de djinn, c'est djinni. On a un féminin qui est djinna, qui est parfois traduit par fée. Bon, c'est une traduction un petit peu approximative. La racine arabe, c'est janna, qui veut dire être enveloppé, être couvert, caché, invisible. C'est des êtres qui sont là, partout, dans les traditions, disons, du monde arabe. Ils sont partout, le Coran parle beaucoup, ils sont là, ils sont cachés, ils sont invisibles, parfois ils interagissent avec nous, parfois ils nous aident, parfois ils nous nuisent, etc. En tout cas, c'est l'idée qu'il y a des êtres invisibles comme ça. C'est Henri Lotte, donc Henri Lotte, spécialiste qui a fait connaître beaucoup des images rupestres des Sahara dans les années 50-60, qui a surnommé Junun un type d'image particulier comme celle que vous avez à gauche. Donc voilà la citation, disons, d'où cette appellation démarre. C'est un extrait d'un livre de Henri Lotte sur les gravures rupestres de l'oued de Djerat. Alors, ces images, on s'est aperçu qu'en fait, il y en avait, comme celle de gauche, de ce type, grosso modo, que je vais détailler après, ben on en a un petit peu partout au Sahara central, puis même un peu plus largement. Et déjà en 1996, il y a Brigitte et Jacques Choppy qui ont fait une première synthèse pour dire ben, c'est curieux parce qu'on en trouve en plusieurs endroits. Et ils ont voulu faire une étude pour voir l'aire de répartition de cette image. Voici la carte qu'ils ont produite, ils en connaissaient 27. Voilà la répartition avec les étoiles. Évidemment, une étoile à cette échelle peut recouvrir plusieurs images. C'est pour ça qu'il y avait moins d'étoiles que 27. Et au terme de leur étude et de leur inventaire, ben, ils disent bon, les conditions d'une étude statistique sont loin d'être remplies, parce qu'évidemment, avec 27 exemplaires, bon, faut peut-être être prudent. Hein. Et s'en est resté là. Mais, alors, de quelles images on parle? Il y a une définition de ces images qui avait été donnée avant Henri Lotte par quelqu'un qui s'appelle Frobenius, dont j'ai déjà parlé, et lui, il donnait une définition sans les appeler Junun. Il disait que c'était des anthropomorphes accroupis, vus de face, aux jambes écartées et repliées, très rarement debout avec les jambes parallèles, qui présentent des caractères sexuels primaires très visibles et dotés d'une tête animale, elle aussi en vue frontale, ce qui est différent des précédents que j'avais utilisés, qui eux étaient toujours vus de profil. Alors, voici quelques exemples, voilà, pour vous familiariser avec ce type d'image. Donc, énorme sexe emphatisé, on appelle parfois un mégaphallus, voilà. La tête animalisée ou animale en vue frontale, et les jambes largement écartées,
En voici un autre. Voilà, donc vous voyez tout l'air de famille de ces images. Vous voyez bien qu'elles sont toutes un petit peu différentes, mais qu'elles ont toutes un même air de famille qui correspond grosso modo à la définition de Frobenius, toujours dans le même livre, Éclat de Lectable, publié en 1937. Et lui, il a à ce moment-là publié des planches de ceux qu'il connaissait à son époque, donc il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait moins d'une dizaine, hein, et il les a rapprochés d'une image égyptienne, alors encore l'Égypte évidemment, c'est toujours fasciné par l'Égypte, hein, une image égyptienne qui est celle du dieu Bès, qui est un dieu, disons, protecteur, apotropaïque, qui a beaucoup de représentations, et la ligne inférieure sur sa planche, c'est les images du dieu Bès. Et donc ça a renforcé cette idée qu'il y aurait eu un rapport, encore une fois, avec l'Égypte. Lui, ce qu'il disait, Frobenius, en 1937, il n'hésitait pas du tout. Il disait, nous sommes en présence d'une transformation récente, typique d'un original qui a produit la même forme à la fois au Faisan et en Égypte. Il pensait peut-être qu'il y avait une source extrêmement ancienne qui serait diversifiée, donnant d'un côté les images du Faisan, du Sahara central, et de l'autre côté les images égyptiennes. C'était sa façon de voir. Mais ça perdure, puisqu'on a encore, dans les années 2000, et puis encore aujourd'hui, je donne juste une citation de Malik Archid, qui dit que les Junun sahariens d'une part, les figures de Bès égyptiennes d'une autre, offrent de telles similitudes qu'elles ne peuvent s'expliquer que par des inventions simultanées. Et d'autres disent que par des influences. Alors le problème de ce genre d'affirmation et de ce genre de publication, c'est qu'on vous parle de similitudes extraordinaires, telles que ça vous impose de penser que c'est la même chose, ou qu'il y en a un qui a influé l'autre, ou que c'est la même origine, sauf que les similitudes en question, elles ne sont pas précisées. Et que c'est supposé vous sauter aux yeux, quoi. Elles sont supposées évidentes. Et moi, je pense que c'est mieux d'expliciter les choses et de regarder ce qu'il en est. Donc, si je prends les images de Bès égyptienne, en voici une tout à fait typique de l'ensemble, et en voici une autre. Donc, il suffit de balader sur Internet, on en trouve des centaines et des centaines très facilement. Et si on compare ces images avec les images rupestres qui sont censées représenter, avoir avec elles des similitudes extraordinaires, en fait, la seule similitude, c'est que c'est un anthropomorphe vu de face. Moi, je ne vois pas d'autres similitudes. Notamment, alors, le point le plus important, qui a souvent été mis en évidence par Frobenius et par d'autres, ce serait l'énorme sexe masculin qui caractériserait ces images. Le problème, c'est que, effectivement, sur les images rupestres, oui, il y a un énorme sexe masculin très souvent, mais ce qu'on voit à gauche qui pend là, en fait, il a un tout petit zizi. Et ce qui pend, c'est la queue qui est par derrière, comme on peut le constater sur l'image de droite, où on a une petite statuette qui est vue par derrière, et on voit très bien qu'il a une queue de lion, parce qu'en fait, Bès, c'est un théranthrope qui est un mixte, disons, d'humain et de lion. En fait, les similitudes se résument à des choses qui sont tellement banales qu'on ne peut pas en tirer des conclusions telles que celles qui sont tirées habituellement. Je vous donne d'autres images qui vont vous permettre de comparer. Voici un autre. Et il y a aussi des théranthropes de ce type au Sahara central qui sont féminins, avec une représentation de la poitrine qui est tout à fait évidente, et parfois du sexe. Voilà, donc là, les similitudes s'effondrent. Donc, pour essayer d'aller plus loin, je me suis dit, je vais reprendre la même façon de faire, je vais faire une base de données de ces théranthropes-là particulièrement. J'en ai trouvé 136. Donc, alors plusieurs qui sont abîmés, cassés, évidemment, avec le temps, ça remonte à la préhistoire, donc ça s'abîme. J'en ai 117 qui sont complets. Ça permet déjà de faire une étude statistique. Nos amis Chopi n'en avaient que 27. Là, j'en ai 117. On va peut-être commencer à voir des choses. Donc, avec le même système, avec ma base de données, je peux faire des cartes. Et voici la localisation des 136 exemplaires. La localisation des peintures, puisqu'il y a quelques peintures, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 9 des peintures. Je vous en donne quelques exemples, 2 exemples de peintures pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Le problème, c'est qu'elles sont souvent très difficiles à lire. En voici une. Alors, en retravaillant l'image, on peut la faire apparaître un petit peu. Donc, on reconnaît bien le théranthrope avec ses jambes écartées. Voilà. En voici une autre. Pareil, pas facile à lire, qui a été abîmée en plus, comme souvent au niveau du sexe, il y a eu un peu de l'iconoclastie.
Voilà, c'est juste pour que vous voyez ce dont je parle. Donc, cette carte, je vais aussi remplacer les points par les zones de plus haute densité. Voici les zones de plus haute densité en rouge, les zones de plus haute densité de ces images au Sahara central. Bon. Ça dépasse un peu les massifs de la partie précédente. Hein. Il y en a un petit peu dans la Hagar, il y en a un petit peu au sud. Voilà, c'est plus large que Messac, Tassili et Abou-Class. J'ai fait aussi une matrice, évidemment, voilà, c'est exactement le même système, et la matrice, je vais l'utiliser sans tenir compte des noms de lieux, des styles, je vais simplement tenir compte des 1 et des 0 qui décrivent sous forme de code chacune de ces images. Et grâce à ça, je peux faire une classification hiérarchique ascendante de l'ensemble de mes Junoon, et le calcul montre que l'ensemble se répartit au mieux en deux groupes. Donc voici les deux groupes tels qu'ils sont calculés. Voici un et voici deux. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je les appelle A et B. Et ces deux groupes, je peux les visualiser autrement. Il y a un système qui permet de visualiser les deux ensembles en se basant sur degrés de similarité de chaque image avec la précédente, avec la voisine et avec toutes les autres. Et donc là, en utilisant ce système, je vois qu'il y a vraiment bien deux ensembles bien séparés. Et je peux faire la répartition géographique de ces deux ensembles, en jaune et en rouge, sur cette carte. Et je vais revenir sur la répartition géographique. Avant, ces deux groupes, j'aimerais bien les caractériser. Qu'est-ce qui les distingue? Bon, je sais qu'il y a deux groupes. Je sais que j'intuite avec ma carte précédente qu'ils ne sont peut-être pas répartis de la même manière exactement. Mais qu'est-ce qui les distingue? En fait, ce qui les distingue le mieux, avec une analyse en composante principale, je m'aperçois que c'est les caractères sexuels. Vous avez d'une part, ce qui les oppose le mieux, vous avez un groupe où ce qui domine, c'est ceux qui sont féminins, et un autre groupe où ceux qui dominent, ceux qui sont masculins. Ceux qui sont masculins ont les jambes en équerre, ceux qui sont féminins ont les jambes en W. Et on peut me dire, oui, bon, c'est logique, si c'est des êtres, disons, humains, avec une tête animale, qu'il y a des hommes et des femmes, enfin des mâles et des femelles, là, parce que, bon, voilà, ça, c'est évident, c'est normal, on trouve une évidence, là. Non, c'est pas du tout évident, parce que c'est des êtres mythologiques. Et les êtres mythologiques, personne ne les oblige à être distingués entre mâles et femelles. Ils peuvent être hermaphrodites, ils peuvent être asexuels, ils peuvent avoir tout un tas de caractéristiques qui ne sont pas celles des humains. Et il n'y a aucune raison qu'on ait une telle répartition a priori. On n'a pas affaire à des êtres naturels, on a affaire à des êtres culturels. Et donc cette dichotomie, ici, c'est une dichotomie culturelle, ce n'est pas une dichotomie naturelle. Alors si je peux regarder maintenant, grâce à toujours à ma base de données et la possibilité de faire des cartes très rapidement, la répartition de ceux qui sont mâles. Les voici. Si je regarde maintenant ceux qui sont femelles, les voici. Et si je mets les deux sur la même carte, voici ce que ça donne. Alors les cartes avec des petits points, comme ça, c'est pas vraiment facile à lire, c'est pour ça que c'est bien d'utiliser les zones de plus haute densité. Parce que en rouge, voici la zone de plus haute densité des mâles, en jaune, la zone de plus haute densité des femelles. Et à ce moment-là, ce que je découvre, c'est que les mâles sont plus au nord et plus à l'est, et les femelles sont plus au sud et plus à l'ouest. Ce qui confirme l'idée que c'est une dichotomie culturelle et pas naturelle, parce que si c'était naturel, on aurait autant de mâles et de femelles partout. Je peux faire la même démarche maintenant en regardant les techniques, les styles, tout ce qu'on veut, notamment les patines. Les patines, c'est intéressant parce que ça nous renseigne sur l'âge des images, quand il s'agit des gravures. Statistiquement, bien sûr, il y a des exceptions, mais en gros, les gravures les plus anciennes sont les plus patinées, les plus récentes sont les moins patinées. Alors, on a des gravures, des Junoon, donc, à patine foncée. Vous voyez ici leur répartition avec une zone de plus haute densité en rouge. Et puis, ceux à patine claire, voici leur zone de répartition et leur plus haute densité en jaune. Et de même, si je compare les deux cartes, je m'aperçois, donc patine foncée en haut, patine claire en bas,
je m'aperçois qu'il y a des grosses différences dans la répartition. Et si je superpose mes deux cartes, je découvre, chose que je n'aurais pas pu savoir autrement qu'en faisant cette analyse, que tout se passe comme si on avait une zone de plus haute densité des images anciennes au centre, dans la zone de la Caucasse. Et puis, les zones de patine claire, leur plus haute densité se trouve dans le Messac et dans la Hagar. C'est comme si on avait quand même une évolution chronologique avec une diffusion de ce type d'image. Ce qui veut dire que, grosso modo, juste en utilisant les caractéristiques des images, je m'aperçois que je sais toujours pas ce qu'elles veulent dire, évidemment, ça c'est d'autres questions, mais je m'aperçois que je peux faire leur histoire, je m'aperçois que je peux approcher de leur origine, je m'aperçois que tout se passe comme si l'origine était dans la Caucasse et que ce soit diffusé vers l'ouest, vers le nord-est et vers le sud-ouest, et en même temps qu'elle se diffusait, elle se féminisait, si je peux dire. Et donc je peux faire une prédiction, je peux prédire que, évidemment, mes cartes de répartition, mes bases de données sont incomplètes, les travaux sur le terrain se poursuivent, il y a toujours des gens, dont moi-même, qui recherchent de nouvelles images sur le terrain. Je prédis que les prochaines images qui vont être découvertes, si elles sont découvertes vers le sud-ouest, ce sera des représentations de Junoun féminins relativement récents et à patine claire. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps, parce que d'accord, il reste 40 minutes. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation que je qualifierais de magistrale. Je n'avais pas annoncé au départ qu'on pouvait poser des questions dans le question-réponse, mais est-ce qu'il y a des questions? D'accord, très bien. Je vais prendre le relais des questions. Ce qui est, je trouve, très impressionnant dans cette démonstration, d'abord parce qu'elle porte sur un travail qui est sur beaucoup d'années aussi, donc elle est extrêmement riche. Et puis elle fait une démonstration de la façon d'utiliser le numérique et la pensée informatique qui est très, très juste et très sans disons, tout l'effet de vernis du numérique qu'on peut retrouver dans certaines choses, donc extrêmement significative et instructive par rapport aux enjeux, y compris aux enjeux de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance automatique des images et toutes ces choses-là. Parce que là, une question, par exemple, qui m'est apparue, c'est quand vous avez déterminé l'ensemble des critères de caractère, juste pour lancer le débat, a priori, ce que moi j'imagine, c'est que c'est votre savoir finalement qui a permis de définir finement, et que c'est peut-être regarder la base et ensuite vous revenez en arrière, etc. Comment vous pouvez décrire cette étape? Alors, il y a deux choses. Il y a comment j'ai fait, et puis peut-être ce qu'il faudrait faire, ou ce qui se profile, parce que l'intelligence artificielle, justement. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai utilisé une méthode qui est empruntée à l'étude des traditions orales par motif. Quand on compare des mythes, des contes, on fait la liste de leurs motifs. Les motifs, c'est, disons, les unités minimales de récit. C'est les atomes de récit. Hein, enfin, bref. Et effectivement, c'est des petites phrases qui, mises bout à bout, vont faire le récit. Et donc, on compare la présence ou l'absence. On peut étudier des mythes de la même manière, c'est fait, je le fais aussi, en faisant l'inventaire, en remplaçant toute une histoire qu'on peut raconter, avec poésie, avec éloquence, etc., par une série de 0 et de 1, qui sont le code qui représente l'histoire. Et une fois qu'on a un code, on peut faire la même démarche que ce que j'ai fait avec des images. Et alors la question, évidemment, qui est une question qui se pose depuis le 19e, depuis qu'on a mis au point cette méthode de reconnaissance des motifs, c'est comment tu fais pour reconnaître un motif. Et est-ce que tout le monde est d'accord sur la liste des motifs, la façon de les reconnaître? Alors il y a quelqu'un, un folkloriste américain qui s'appelle Alan Dance, qui a proposé une méthode structurale, disons, qui est que on va appeler motif ce qui varie, les éléments susceptibles de varier dans l'histoire. Par exemple, si je dis dans un mythe ou un conte, il y avait une forêt, dans cette forêt un petit chemin, et au bord du chemin une vieille masure. Et puis j'ai toute une histoire qui suit, et cette histoire, je peux la raconter la même, mais en commençant en disant il y avait une forêt, dans la forêt un petit chemin, et au bord du petit chemin une hutte, ou une tente, ou un château, une maison, une chaumière, etc. Tout ça,
Alors, ça ne change pas l'histoire, mais là, quand je vois qu'il y a une variation comme ça, disons paradigmatique, hein, pour faire un savant, et ben à ce moment-là, je tiens un motif. Je vois que ça peut varier, et donc si ça varie, je me dis, ah, si ça varie, peut-être que c'est signifiant, et en tout cas, même si c'est pas signifiant et que je connais pas le sens, moi, ça va me permettre de comparer les textes entre eux. Même chose pour les images. J'ai procédé de la même manière pour les images. D'accord, j'ai sélectionné l'hétéranthrope à tête de qualité, par exemple. Bon, je vois qu'il y a des choses qui varient. Il y en a qui ont des dents, d'autres qui n'ont pas de dents dans les oreilles, pointues, pas pointues, grandes, petites, arrondies, etc. Donc, toutes ces variations possibles, ce sont les motifs que je piste. Voilà. Donc ça, c'est une méthode, disons, je pense, qui fonctionne. Grosso modo, il y a une possibilité de ne pas être d'accord, mais je pense que c'est à la marge. Parce qu'il y a des oreilles où il n'y en a pas quand même. Bon, après, il y a des images qui sont un peu imprécises. On peut dire, tu as admis qu'elle était pointue, moi je trouve qu'elle est quand même un peu arrondie. Bon, alors il y a des cas limites. Bon. Mais grosso modo, ça fonctionne. Et donc pour moi, c'est satisfaisant, même si c'est, je le reconnais, un petit peu artisanal à ce stade. Bon. Et évidemment, ce à quoi on pense maintenant, et on commence à y travailler avec plusieurs amis, c'est plutôt que de faire ça de cette façon-là, c'est utiliser la reconnaissance automatique, la classification automatique des images. La reconnaissance automatique et la classification. Ça pose beaucoup de problèmes pour cette matière, parce que vous avez vu que les images répètes sont pas toujours faciles à lire, qu'il faut déconnecter le tracé du flou de la roche, voilà, de tout le fond, la pollution quoi, graphique, hein, qui, entre guillemets, bien entendu, hein, qui fait que nous, on discrimine, parce qu'on a un type d'intelligence qui fonctionne bien pour ça. Un système automatique, c'est pas du tout évident qu'il arrive à discriminer l'image. C'est possible, mais pour le moment, ça fonctionne pas vraiment bien. Voilà. Mais on peut s'affranchir de cette étape en faisant soi-même un relevé correct. On sait faire maintenant des relevés corrects qui minimisent grandement la part personnelle d'interprétation du releveur ou de la releveuse. On sait faire ça et utiliser les relevés qui sont bien lisibles là du coup pour faire une classification automatique. Et on est en train de commencer à travailler là-dessus avec plusieurs amis. Alors, on n'est pas des cadors de l'utilisation de ce type de système. On va faire appel à des gens qui maîtrisent ces systèmes, mais on espère beaucoup de ce type d'approche qui rendra encore plus, qui déconnectera encore plus le résultat de la fonction du côté personnel de l'interprétation. Parce que comme c'est des images, évidemment, on est toujours tenté d'interpréter un petit peu, c'est humain. Et tout ce travail-là, en fait, a pour but notamment de minimiser la part d'interprétation pour essayer de dire des choses qui soient vraiment solides. Je pense qu'il y a en ligne une question concernant l'interprétation. C'est Perrine Morel qui la pose. J'ai une question portant sur l'identification des thérianthropes. Ce n'est pas mon domaine. Aussi, les têtes des lycaons rassemblent plutôt à des têtes des crocodiles à mes yeux. Existe-t-il des signes représentatifs distinctifs, qu'ils soient communs aux régions où se différencient selon la zone géographique, concernant la représentation des animaux, ce qui vous permet d'estimer avec précision à quel animal correspondent les caractéristiques des thérianthropes? Est-ce que vous les avez pris en compte pour vos bases de données? Alors, je retourne la question, sur quoi se base l'identification au crocodile, sinon sur les grandes dents? Et si c'est un crocodile, je dirais à ce moment-là, c'est le fameux crocodile à grandes oreilles arrondies, qui n'existe pas. Évidemment, ce n'est pas du tout un crocodile. Les crocodiles, il faut prendre l'ensemble des critères d'identification. Et là, pour identifier au lycaon, on a toute une série de critères. On a les dents, évidemment, redoutables. Le lycaon a une denture comme la hyène, une denture absolument redoutable. Mais on a les très grandes oreilles arrondies. Les biologistes les comparent à des oreilles de certaines chauves-souris, par exemple, très très grandes par rapport à la tête et de forme arrondie. Et donc, c'est ce qu'on a sur les images. On a un museau monocoïde, c'est-à-dire le devant du museau est complètement aplati, ce qui n'est pas le cas du crocodile. Hein. Et en plus, il y a une truffe qui remonte, qui est extrêmement visible. Donc déjà, rien qu'avec ces critères-là, il y a un seul animal qui correspond, c'est le lycaon. Mais en plus, on a sur les images rupestres des représentations de lycaons.
entier, avec les pattes, le corps, la queue, et en groupe. On sait que c'est un animal qui chasse en groupe, c'est un chasseur collectif, et j'ai pris en compte évidemment tous ces critères, plus les critères de l'archéozoologie, puisqu'on a fait des fouilles, on a trouvé des ossements, on sait que le lycaon était présent, on sait que le chacal était présent dans l'environnement à l'époque où les images ont été réalisées. Et en plus, ce que j'ai pas dit et qui est très intéressant, c'est que si on regarde du côté de l'éthologie, le comportement du lycaon et le comportement du chacal sont très intéressants parce que les deux sont en miroir. Les deux sont en miroir à la fois du point de vue phénotypique, du point de vue de leur apparence, et du point de vue du comportement. Du point de vue de l'apparence, il y en a un qui a un museau aplati, complètement carré, l'autre il a un museau pointu. Il y en a un qui a les oreilles pointues, l'autre qui a les oreilles arrondies. Il y en a un qui a une longue queue touffue, l'autre il a une queue très mince. Voilà. Et quand on regarde les caractères comme ça, ils s'opposent les deux en miroir. Mais le comportement également, puisqu'il y en a un qui est diurne, il y en a un qui est nocturne, il y en a un qui chasse solitaire, il y en a un qui chasse collectivement, il y en a un qui a une gamme sonore qui est extrêmement limitée, l'autre qui a une gamme sonore richissime, etc., etc. Et c'est deux êtres qui s'opposent complètement en miroir, et donc ça colle très très bien avec, disons, l'hypothèse, hein, d'une fonction identitaire de ces images, où chaque groupe s'y serait reconnu comme on se reconnaît dans les mythes. Les mythes, c'est fondateur de l'identité de groupe, et le mythe en image aussi, et les groupes se seraient reconnus dans la même image d'un être mi-humain, mi-animal, mi-canidé, mais si mon raisonnement est juste, d'abord au Messac, avec le canidé, le lycaon, et puis la même idée s'est répandue chez les voisins juste à côté, en fait, dans la Transylvanie nagère, avec une inversion pour prendre la même idée, mais en même temps se distinguer identitairement des voisins, ce qui est un phénomène extrêmement répandu dans le monde et extrêmement bien documenté. Donc voilà, il y a je suis obligé de faire vite, évidemment, parce que tout ça est très riche, mais il y a tout un ensemble documentaire qui nourrit ces identifications. Pas d'autres questions pour l'instant? Pas de questions. Non, mais alors, ce que je trouve aussi très... Alors, on va passer un peu du sujet histoire, de la préhistoire au sujet numérique. On va faire des allers-retours, parce que finalement, ce que je trouve aussi vraiment remarquable dans ce travail, c'est l'articulation de la pensée informatique et de la pensée savante, classique, et les deux finalement travaillent conjointement. Alors, juste une petite question comme ça, vous avez parlé d'artisanal et aussi un peu dans la description de l'intervention. Est-ce qu'à votre avis, l'intelligence artificielle, c'est un passage de l'artisanal à l'industriel? C'est-à-dire, est-ce que l'intérêt, c'est de pouvoir faire de la grande masse? Ou est-ce que vraiment, disons, votre pressentiment, c'est qu'il y a des choses nouvelles quand même qui vont apparaître? C'est pas uniquement, l'intelligence artificielle n'est pas là que pour traiter du volume, elle va permettre d'aller de faire mieux, même sur du petit volume. Alors, moi, je ne suis pas du tout légitime pour parler de l'intelligence artificielle en général, hein, bien entendu. Non, mais je parlais de votre travail. Voilà, dans ce domaine-là, ce que j'en attends, effectivement. Alors, d'une part, la question du volume, elle est importante, et ce travail s'appuie là-dessus. C'est-à-dire que beaucoup des publications qui traitent de ce genre de sujet, qui conjoint, mais aussi pour l'art des grottes, hein, pour beaucoup d'autres sujets similaires, qui conjoint l'interprétation de type mythologique et des images. On cherche à savoir, on a des images, bon, mais pourquoi elles sont là et pas ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà, en question. Bon, voilà. Beaucoup des textes qui ont été publiés s'appuient sur des poignées de documents, mais vraiment numériquement extrêmement faibles. Ce qui fait que, alors déjà, c'est suffisant pour rendre les résultats fragiles. Bon. Et en plus, ce qui est exprimé, pour moi, ça tient de l'opinion et pas du tout d'un argumentaire. Donc, j'essaye de sortir de ça en ayant des bases de données les plus exhaustives possibles. Jamais exhaustives, c'est pas possible, pour mille raisons, notamment taphonymiques, puisque les images disparaissent avec le temps, on ne les aura jamais toutes, il y en a plein qui ont disparu avant qu'on les découvre, donc voilà, on n'aura jamais tout. Mais le plus possible, autant que possible, voilà, on accumule les images jusqu'au moment où on a beaucoup de mal à en trouver des nouvelles. Alors à ce moment-là, on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ma base de données?
sachant qu'on en trouvera d'autres, mais ce sera peut-être à la marge, parce qu'on va trouver peut-être 2 ou 3 autres, bon, bah, tant mieux, mais voyons ce que je peux faire. À ce moment-là, bon, je joue sur le... C'est pas les très grands nombres, hein, mais quand même 400 térantropes, c'est quand même pas si mal que ça. Hein, bon, ça devient significatif. Et donc, voilà, le travail qu'on a pu faire s'appuie sur du nombre. Et ensuite, s'appuie en partie alors, sur le côté artisanal, comme j'ai dit, mais aussi sur des logiciels qui fonctionnent, si je peux dire, sans réfléchir. Je lui donne des lignes de code, le truc, il me fait un arbre. Voilà, et peu importe si l'arbre il correspond à quelque chose d'imaginable dans la réalité, s'il est interprétable, s'il est, disons, cohérent avec ce que je peux connaître par ailleurs, parce qu'il peut faire un arbre avec n'importe quoi, c'est ça le risque aussi. Hein. On donne des documents, lui il est programmé pour faire un arbre, il va faire un arbre. Alors l'arbre, il y a des méthodes statistiques pour évaluer la robustesse, comme on dit, la robustesse de l'arbre. Donc quand on a un arbre assez robuste, bon, est-ce que ça correspond à quelque chose d'intelligent? Bon, c'est pas du tout gagné. Mais l'intérêt de tout ça, c'est que c'est fait sans que j'intervienne. Et moi, je trouve ça extrêmement important. Et ça commence ça d'ailleurs dès le relevé, quand on a des images peu lisibles. Depuis tout temps, pour les rendre plus lisibles, il y a des gens qui repassent par-dessus. Pas sur la photo directement. Il y a des gens qui repassaient autrefois directement sur la paroi avant de faire la photo. Évidemment, c'est absolument prohibé maintenant. Il y a des gens qui repassent sur la photo. Il y a tout un tas de techniques. Et tout comporte un élément, des parts d'interprétation personnelle. Et faire confiance à un relevé, c'est quand même faire confiance à l'œil de quelqu'un d'autre. Et c'est toujours un peu risqué. Et donc maintenant, il y a des procédés informatiques, encore merci l'informatique, qui permettent de faire des relevés quasiment automatiques, par exemple par sélection de pixels. Hein. Je sais que ma peinture, elle a été, je le vois bien, qu'elle a été réalisée avec de l'ocre rouge. Bon, ce rouge-là, si je peux l'identifier précisément, je vois qu'il est un petit peu différent du rouge rosâtre de la roche sous-jacente, donc je peux l'extraire et je peux faire automatiquement sans intervention personnelle, parce que quand on intervient personnellement, quand il y a le tracé est un peu interrompu, la tendance, bah, c'est de continuer. Voilà. Là, il y a des moyens de le faire automatiquement et en respectant vraiment ce qu'il y a sur la paroi. Donc, tout ça contribue à mettre à distance la part d'interprétation personnelle, la part d'interprétation personnelle. Alors, ce que j'attends, du coup, pour finir, de l'intelligence artificielle, c'est ça encore mieux et encore plus. Et notamment, s'il y avait moyen de classer les images, parce que moi j'utilise pour classer les images évidemment des critères qui sont émotifs, que j'essaye de rendre le plus rationnel possible, mais il y a une petite part de discutabilité là-dedans. C'est ce qui fait que c'est scientifique. Mais si on pouvait avoir un système qui s'affranchit de ça, qui ne considère que les images et par reconnaissance automatique de forme, qui les rapproche par rapprochement successif, par approximation successive, pour faire des tas d'images qui se ressemblent, et bien ça, ce serait merveilleux pour moi. Je pense que c'est déjà à peu près possible. Il faut faire ce qu'il faut pour, mais bon, c'est pas encore fait, mais c'est faisable. Et j'attends beaucoup de ça parce que l'idée, c'est que ça se fasse automatiquement. Alors, c'est pas pour ne rien faire, hein. C'est pour justement se détacher de l'interprétation personnelle et ensuite regarder si le résultat, il peut y avoir 2 conséquences pour moi. Une, à minima, c'est poser des questions qu'on ne serait pas posées autrement. C'est dire, ah ouais, tiens, alors c'est marrant, il me met celle-là à part, mais pourquoi? Voilà, et voilà, bon, donc, commencer à réfléchir à des questions qu'on ne serait pas posées autrement, et puis d'autre part, voir si ça correspond, si on peut faire correspondre ça à d'autres éléments que nous, on connaît par ailleurs, et que le logiciel ne connaît pas, des éléments de type culturel, chronologique, etc. Il y a d'autres questions en ligne. Déjà, vous avez le remerciement de Perrine Morel pour la réponse à sa question. Et ensuite, Hugues Cazot qui demande présentation très intéressante. Est-ce que les bases de données sont ouvertes et accessibles en ligne? Et j'ajouterais, parce que vous avez remercié les développeurs qui ont mis à disposition les codes des logiciels que vous utilisez, vous avez aussi pensé parfois à une base
collaborative et élargir votre action artisanale à d'autres artisans que, j'imagine, dans le monde s'occupent du même domaine? Alors, les bases de données, alors d'une part, on les nourrit, on est plusieurs à les nourrir, hein, parce que le Sahara, même que central, c'est très, 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 très grand. Et on ne peut pas tout seul explorer tout ça. Donc, évidemment que c'est collaboratif. Et je suis président d'une association qui s'appelle les Amis de la rupestre saharien, qui regroupe beaucoup de personnes qui s'intéressent aux images rupestres du Sahara, qui en ont beaucoup collecté depuis très longtemps. Et l'idée, c'est justement de collaborer pour faire des bases de données thématiques que seul on ne pourrait pas faire, qu'on pourrait faire, mais qui seraient numériquement pas satisfaisantes. Voilà. Donc, ce que j'ai présenté, notamment, c'est nourri avec des collaborations de Yves Gauthier, Frédéric Duquesnoy, Marie-Jean Lezombé et Andras Borai, par exemple, voilà, pour les Jumeaux. Voilà. Et puis, mes propres images. Voilà. Et donc, c'est effectivement, il faut absolument travailler en collaboration. Et la mise à disposition des bases de données, en partie, c'est fait parce que les articles que j'ai publiés sur ces thématiques, je mets à la fin la matrice. Donc les gens peuvent reprendre la matrice, la scanner, l'utiliser et faire ce qu'ils veulent avec, bricoler, vérifier si je n'ai pas dit des bêtises, faire autre chose avec, je ne sais pas, n'importe quelles idées qui peuvent venir. C'est possible. Voilà. La base de données elle-même, sous la forme que j'ai montrée, elle n'est pas encore mise en ligne. C'est quelque chose, une chose à laquelle on travaille. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Il y a plusieurs projets, mais qui ne sont pas aboutis. Malheureusement. Mais je suis tout à fait d'accord pour... je milite pour l'idée que même c'est tout l'ensemble des images rupestres du Sahara qui devraient être mises en ligne. On a commencé à y travailler aussi, mais comme vous pouvez imaginer, c'est un très gros travail. Et il y a une question qui nous ramène à nouveau vers l'iconographie, la représentation. Et donc, c'est Miguel Loboué. Peut-on supposer que ces animaux, chacal et lycaon, recevaient une forme de culte, comme c'était le cas pour certains animaux en Égypte ancienne, étaient associés à des divinités? Sinon, comment comprendre la nécessité de représenter ces espèces? Alors, culte, je ne sais pas. Ça, c'est une question compliquée. À laquelle il est impossible de répondre quand on n'a pas de représentation précise ou de restes archéologiques qui permettent de conclure. On peut faire l'hypothèse si on veut. Hein. Je suis un peu sceptique parce qu'il y a des raisons plus simples. D'abord, de s'intéresser aux théranthropes. Et là, il faut faire, bon, ce serait trop long, mais grosso modo, si on fait un zoom arrière, on s'aperçoit que dans toutes les cultures du monde, pratiquement, il y a quelque chose qu'on peut appeler des théranthropes. Et que ça répond sans doute à, quand il s'agit d'images, disons que c'est peut-être une façon de réfléchir en images, de manifester par des images une réflexion sur l'animalité de l'homme et l'humanité de l'animal, ou en tout cas sur les rapports entre les animaux et les animaux humains. Ça, c'est commun à tous les humains, tous les groupes humains, et dans un très grand nombre, ça a été une des manifestations, c'est les théranthropes. Et là, je m'intéresse qu'à ceux du Sahara central. C'est pas parce qu'on a des théranthropes qu'on a un culte aux théranthropes. Il peut y avoir mille autres raisons. Je pense que la plus évidente ici, c'est une raison d'identification identitaire. Je vais donner une raison supplémentaire. À chaque fois, je suis désolé, les réponses sont un petit peu longues, mais c'est bon, un petit peu... On a un peu de temps, je crois, donc ça va. Pour le lycaon, par exemple, pourquoi je pense que c'est identitaire? J'ai déjà donné quelques raisons, mais il y a une raison supplémentaire, c'est que le lycaon, en Afrique, il est au sommet de la chaîne des prédateurs. C'est pas le lion qu'on traverse, on pense c'est le lycaon. Et le lycaon, c'est un tout petit chien, il est haut comme ça sur pattes. Hein, voilà, le lycaon, c'est gros comme ça, c'est tout petit, un petit chien. Bon. Et donc, un petit chien, ça n'a pas l'air méchant, enfin, à part les dents, effectivement, qui sont quand même redoutables en apparence. Bon. Sauf que c'est un petit chien qui chasse en groupe. Et c'est un petit chien qui chasse en groupe, dit-on, intelligemment. Les éthologues ont bien documenté qu'il se relaie pour chasser, etc. Les plus fatigués attendent, les autres, ils se relaient, etc. Et ils chassent intelligemment en choisissant bien leur proie. Et par exemple, ça leur permet de chasser des animaux qui sont beaucoup plus gros qu'eux et bien mieux armés qu'eux pour survivre, comme des buffles, des énormes animaux par rapport à un petit chien comme ça qui va attaquer un buffle ou des grosses antilopes, des gnous, des koudous, etc.
Ça paraît incroyable. Il y arrive parce qu'ils chassent collectivement. Et le problème, c'est qu'ils chassent collectivement, intelligemment, et c'est un animal désarmé. Il a des grandes dents, il n'a pas une gueule comme ça non plus. Donc, comment faire quand on est un tout petit chien comme ça pour tuer un, je sais pas moi, un zèbre? Alors le lion, lui, il saute dessus, il casse le cou, d'accord, c'est facile, lui, il ne peut pas faire ça. Comment il fait? Eh bien, en fait, il poursuit l'animal jusqu'à l'entourer et qu'il soit très fatigué, et à ce moment-là, il le dévore vivant. Il y en a qui passent. Il y en a un licaon qui saute au museau de l'animal dont il a tout peur et qui accroche, qui le mord au museau. C'est extrêmement douloureux, ça pétrifie, ça tétanise l'animal qui reste comme ça. Et les autres licaons arrivent et commencent à détriper, à le manger vivant. Au bout d'un moment, l'animal tombe, à ce moment-là. Et en plus, ils dévorent tout sur place parce qu'ils sont trop petits. Ils ne peuvent pas emmener les carcasses à la maison, si je peux dire. Parce qu'à la maison, il y a les femelles et il y a les petits. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se gavent au maximum. Ils rentrent vers les femelles et les petits. Quand ils arrivent, les femelles se précipitent vers eux et leur mordillent la commissure des lèvres, ce qui fait que les histologues appellent ça rituel de mordillement de la commissure des lèvres. Ça provoque un réflexe de régurgitation. Ils vomissent tout ce qu'ils ont mangé, ils remangent, mais les autres aussi remangent. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la solution idéale d'un problème qui est commun à toutes les sociétés de chasseurs, qui est le partage du gibier. Dans toutes les sociétés de chasseurs du monde, il y a des règles très strictes pour le partage du gibier, avec la part de lion, hein, comme on dit. Il n'y a que 4 pattes dans une antilope, donc c'est pour qui les 4 pattes. C'est pas pour tout le monde, donc il faut partager de manière pas toujours équitable. Eux, ils ont trouvé, jamais équitable d'ailleurs, eux, ils ont trouvé une façon idéale de partager le résultat de la chasse. Ce qui fait que on a un animal petit, désarmé, qui chasse intelligemment des proies beaucoup plus grosses que lui et qui partage idéalement le résultat de sa chasse. Quel animal peut mieux être adopté pour représenter identitairement une société de chasseurs humains? C'est un alter ego de l'humain. La preuve que c'est un alter ego de l'humain, c'est que tous les chasseurs coloniaux qui se sont rendus en Afrique dans des colonies et qui sont revenus en écrivant des bouquins de souvenirs sous des titres du genre « Mes chasses en Afrique », il y a une bibliothèque entière de ce genre de bouquins, tous y racontent que le licaon, c'est un animal horrible, qui tue pour le plaisir et qu'il faut absolument l'éradiquer. C'est pour ça que maintenant le licaon est en liste rouge. C'est parce qu'il a été tellement chassé comme nuisible et comme animal pervers qui chasse pour le plaisir que les humains ont voulu l'éliminer. Les humains, c'est-à-dire l'autre animal qui chasse pour le plaisir. Et donc, évidemment, pour moi, que le licaon, c'est un autre de l'humain. Et ça suffit pour moi, il n'y a pas besoin de culte, ça suffit pour que des groupes humains de chasseurs, extrêmement observateurs de l'éthologie des animaux qui côtoyaient, qui chassaient eux-mêmes, aient pu s'identifier à cet animal. Il y a juste un commentaire, ensuite je donne la parole à Pierre Laborde pour une question. C'est Faisal Lemjigui. N'est-ce pas le temps peut-être de commencer à réfléchir à une base de données collaborative qui englobe l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Sahara, au lieu de se contenter de ce que publient les uns et les autres, d'abord pour la fiabilité et puis pour pousser la réflexion plus loin. Je pense que vous avez bien répondu avant. Et donc, Pierre-Yves, pour ta question. Je dis juste bonjour à Faisal, parce que je pense que c'est le Faisal de MJD que je connais. Et donc bonjour. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça. Et avec Frédéric Duquesnoy et quelques autres, nous sommes en train de travailler avec le Centre national de la préhistoire à Périgueux à ce qui devrait être ultimement une mise en ligne des documents édités et non édités, parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont inédits, évidemment, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces données. Et surtout, ce à quoi on pense, c'est que beaucoup de cette documentation, elle se trouve en Europe, pour des raisons historiques, disons. Bon, c'est comme ça. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui soient de tout autour de la Méditerranée puissent l'utiliser, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on travaille à ça, mais c'est vraiment très difficile de trouver les moyens, notamment financiers, de faire ce genre de travail. Voilà. Je veux savoir dans quelle mesure ces représentations rupestres étaient en danger
Qu'est-ce que ça pose comme limite hein, au partage des données, notamment avec la localisation extra-progressive? Alors le danger, il est minime en fait, parce que c'est dans des zones, par exemple, je parlais du Messac, plein de ces images, pour y aller, il faut marcher pendant des heures. D'abord, il faut aller au Messac. En ce moment, c'est complètement exclu, hein. Bon. Mais faut y aller, c'est long, c'est pas facile, il faut se préparer, il y a un savoir-faire. Bon. Et une fois qu'on est dans les sacs, pour la plupart de ces images, il faut marcher pendant des heures et des heures et des heures. On ne peut pas y aller en voiture, il faut marcher dans des wadis. Il fait entre 45 et 50 degrés à l'ombre. C'est des zones qui ne sont pas fréquentées du tout, y compris par les Touaregs. Personne n'y va. Et du coup, leur isolement les protège. Ce qui les menace, il y a des menaces, hein, mais la menace majeure, c'est l'exploitation pétrolière. Réelle menace qui a en partie détruit des images. On brandit souvent la menace touristique, mais c'est une fausse. Il y a eu des destructions et des dommages causés par des touristes délicats. Ça n'existe plus parce que c'est pas possible d'aller dans ces zones seul. Il faut être accompagné par des guides. C'est dans des parcs et on est surveillé parce qu'on veut. Et donc la règle d'or, la première règle, c'est de rien toucher, de rien ramasser par terre. Et si on touche rien, qu'on ramasse rien, que c'est pas un tourisme de masse, donc grosso modo, il n'y a pas à s'inquiéter. Ça fait quand même quelques millénaires qu'elles sont là, ça va encore durer quelques millénaires. De toute façon, elles disparaîtront un jour, mais ça va encore durer un petit moment. Et puis la deuxième partie de la question, c'était... Non, c'était ça, est-ce que c'était des œuvres en péril et est-ce que partager la localisation? Ah oui, la localisation, c'est ça. Oui, alors, les localisations. Les cartes de répartition, à cette échelle, je donne la localisation, je fais des cartes de répartition. Sauf qu'un point, il fait 50 km de diamètre. À cette échelle-là. C'est pour ça qu'un point peut représenter plusieurs images. Mais ça me suffit, moi, pour faire des cartes qui sont quand même valables. Ça n'a pas besoin d'être centimétrique. Hein. Bon, à cette échelle, ça n'a aucun problème. Mais c'est fait volontairement aussi de manière à ce qu'on a, nous, les localisations, et on est capable de faire des cartes à 3 mètres près, pour la plupart des images, hein, quand on a les bonnes localisations. Mais ça, on ne les publie pas. Évidemment. On publie que ces cartes-là, si vous réussissez à aller sur place, que vous réussissez à marcher jusqu'à l'endroit, eh ben, vous allez passer quelques jours avant de trouver l'image. Ça, c'est qui fait ça. On va conclure. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche et qui mériterait d'autres développements ultérieurs d'ailleurs. On va donc conclure cette séance et on va vous inviter à nous rejoindre pour la prochaine séance qui aura lieu le lundi 9 décembre 2024. Donc, le titre est « Des livres d'art multiformats au musée du Louvre », Antoon van Dyck, catalogue raisonné des tableaux du musée du Louvre, et pour laquelle nous recevrons Cécile Gau et Julien Taquet. Voilà, je vous invite à retrouver toutes les séances sur le compte YouTube de l'INHA.